Alors les poussées, donc moi personnellement j'en ai déjà eu plusieurs. Donc la première était à mon bras droit. Notre système immunitaire va attaquer quelque chose de notre organisme, se diriger contre nous, se retourner contre nous. On n'y pense pas forcément et même c'est pas la première des choses à laquelle penser. C'est une maladie chronique qui va durer toute la vie. Je pouvais plus, je pouvais plus suivre les cours, je pouvais plus continuer ma vie, quoi. Ma vie d'ado, ma future vie. Il faut alterner le repos et les efforts physiques. Et quand on en a besoin, la neuropsychologue, la psychologue. Dans certaines situations, je me considère malade et dans certaines autres, mais non, je suis pas malade. On a beau parler de politique d'inclusion, du monde du handicap, etc. Au boulot, ça fonctionne pas. J'ai eu une paralysie au niveau du visage. Cette sensation d'électricité dans les jambes. Et ça m'a fait un peu peur. Il y a eu les résultats et puis ça a été un peu massue. J'ai 17 ans, merde. Et là, je me suis dit que les choses ne seront plus jamais pareilles. Et Je suis Cédric Bussmann, je suis né le 1er mai 1973, j'ai donc 47 ans. Et voilà, je suis à La Réunion depuis 2003, année aussi où on a découvert que j'étais atteint de sclérose en plaques. Tout allait bien, c'est sûr, parce qu'il m'avait pas parlé de sa maladie, j'aurais pas su qu'il était malade. Hein. Pour moi, il n'y avait pas du tout de symptômes ou de quoi que ce soit. Pas de raison qui pouvait expliquer tel ressenti, tel malaise. Et voilà. Mais bon, sinon, j'avais une vie normale. Alors du coup, je n'ai pas fait attention forcément à tous ces symptômes parce que bon, tous nos quotidiens, ça se passait bien. Au bout d'un an. À la rentrée, en fait, j'étais cloué chez moi, sans explication. Fatigue, impossible de m'alimenter, de boire. Voilà. Alors, j'ai vu les médecins bien sûr, j'ai été suivi, mais pas d'explication. C'était pas digestif. Il n'y a pas d'explication. Chose qu'on pouvait faire avant, aller à la plage, faire des sorties. Oh là, ça se compliquait un peu plus. Quand le médecin, pour la première fois, me parle de sclérose en plaques, j'avais entendu sclérose en plaques sur le papier, sur la télé, etc. Et ça m'a fait un peu peur. Et là, je me suis dit que les choses ne seront plus jamais pareilles. Et Bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, mais bon, en général, si je viens, c'est qu'il y a une bonne raison. Ouais. Comme d'habitude. Ça s'est bien passé les derniers 6 mois? Oui, ça va, sauf que j'ai fait une petite poussée, donc voilà, mon retour aujourd'hui. Je suis revenue vous embêter.
D'accord. Et qu'est-ce que vous avez eu comme symptômes en particulier? En fait, c'est au niveau de mes jambes. D'accord. J'ai perdu la sensibilité donc à l'arrière. Oui. J'attends que ça revienne, quoi. D'accord. D'habitude. Ok, très bien. Ça prend son temps, mais... Ces derniers temps, pas de signes d'infection, pas de fièvre. Mais la fatigue, par contre, ouais. D'accord, mais pas de fièvre et pas de brûlure quand vous faites pipi, juste Non, ça va. D'accord. Ça va. C'est vraiment les antidépresseurs. D'accord. Bon, on va faire un petit prélèvement, une dernière main pour voir si tout va bien. Alors, on va prendre la tension. Je m'appelle Isabelle Sorès, j'ai 30 ans et je suis une sclérosée de la plaque. Au lycée, donc j'étais tout à fait normale, une petite fille normale, une adolescente normale qui allait à l'école normalement, jusqu'au jour où j'ai commencé à être de plus en plus fatiguée et à avoir des symptômes au niveau de mon bras. Elle n'avait plus le sourire. Elle était toujours très fatiguée. Très fatiguée. Elle était au lycée à l'époque. J'ai une grande fatigue, donc pendant les cours, je dors. Alors que je dormais normalement. J'avais mes 8 heures de sommeil. J'avais une vie normale et saine. Donc, sans comprendre pourquoi. On me disait paresseuse. Et elle me disait toujours, laisse-moi me reposer, après je ferai mes devoirs. Mais je comprenais pas, je cherchais ce qui se passait, je l'avais emmenée chez le médecin. On m'a appelé là pour une jeune fille qui, selon sa famille, ne se sentait pas bien. Elle avait des troubles. Pour eux, c'était des troubles psychologiques. C'est difficile de pouvoir mettre un nom et d'y penser au premier abord. Un médecin, quand quelqu'un vient vous voir en disant « je suis fatigué » ou « j'ai des picotements dans la jambe » ou « j'ai l'impression d'avoir des troubles de mémoire » ou d'autres symptômes, on n'y pense pas forcément et même c'est pas la première des choses à laquelle penser. Puis jusqu'au jour où ça va de plus en plus mal et donc mes parents décident donc d'aller un petit peu plus loin. Alors dans la CEP, l'autre chose c'est la deuxième poussée. C'est la deuxième poussée et qui touche un autre organe ou un autre membre ou un autre personne qui est fatiguée puis qui revient vous voir quelques mois après en disant là j'ai un problème d'élocution ou un problème de vue ou des problèmes de sensation, de perte de sensation au niveau touché. Là, ça vous met sur la route. On nous dirige pour faire un scanner, premièrement. Le scanner ne donne rien de probant. Donc, on passe à l'IRM. On a eu les résultats et puis ça a été un coup de massue. Ça a été très dur. Cette maladie qui est un caractère auto-immun, c'est-à-dire que c'est une réaction anormale à quelque chose de normal. Le système immunitaire qui normalement est fait pour défendre notre organisme, qui à un moment donné, alors pour différentes raisons, parce qu'elles ont, en fonction des maladies auto-immunes, on n'a pas toujours le même facteur déclenchant, notre système immunitaire va attaquer quelque chose de notre organisme, se diriger contre nous, se retourner contre nous. Les lymphocytes qui sont des cellules de défense de notre organisme s'attaquent à la myéline qui est une gaine de protection de l'axone, du neurone, et cette gaine, elle permet au flux nerveux d'accélérer et de pouvoir atteindre les muscles, de pouvoir atteindre l'œil, de pouvoir atteindre les organes. Et si on enlève cette gaine, eh bien, le flux nerveux, il tombe à zéro ou presque. Ça peut aller de la perte de force motrice d'un côté ou des deux jambes, un trouble de la sensibilité, c'est-à-dire qu'on va moins bien percevoir sur la peau ou avoir même des douleurs, des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche, des troubles de la vue, c'est-à-dire qu'on peut avoir la perte de vue d'un œil, on peut avoir également des difficultés à uriner. Tous ces symptômes généralement s'installent en une journée à quelques jours et disparaissent au bout de quelques semaines ou vont laisser des séquelles. Plus de 2/3 des cas, donc on a une forme qu'on appelle récurrente rémitante, ce qui se manifeste par des poussées. Donc le patient va développer des symptômes sur quelques jours, va les garder quelques jours à quelques semaines et récupérer, alors complètement ou pas, et puis c'est le cumul de ces poussées qui va finir par entraîner du handicap. Il y a toujours cette phase de la maladie, c'est une maladie chronique évolutive, dégénérative.
dégénérescence du système nerveux central. Ça peut être les yeux, ça peut être le bras, ça peut être la parole, ça peut être les jambes. Et c'est la roulette russe. Alors les poussées, donc moi personnellement j'en ai déjà eu plusieurs. Donc la première était à mon bras droit, donc je ne sentais plus tout ça ici et ça fonctionnait plus. Voilà, et ça ne fonctionne plus très bien aussi jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Mais je fonctionne avec les habitudes, quoi. Voilà. Je quitte une classe de cours et donc je suis dans les couloirs avec des élèves à droite à gauche. Et là, j'ai eu une impression tout à fait étrange, comme si j'avais bu de l'alcool pendant mon cours d'avant et que j'avais la tête qui tournait bon, ça n'était rien naturellement. Vraiment un total déséquilibre et enfin, trouble visuel et trouble de l'équilibre. Je me suis mise à genoux en fait pour ramasser quelque chose dans l'herbe et il y a eu des fourmis qui me sont montées dessus en fait sur le genou, des fourmis rouges. Je ne les ai pas senties. À un moment donné, j'ai juste senti comme si on marchait dessus. Et à la lumière, j'ai vu que c'était des fourmis rouges et j'avais des grosses plaques. Et là, je me suis dit, c'est pas normal. J'ai eu une paralysie au niveau du visage, qui a duré 3 mois et demi, avec donc un premier IRM. Je me rappelle, avant, j'avais aussi cette sensation d'électricité dans les jambes. Et donc, je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit un IRM. Donc, on pratique l'examen indispensable actuellement, c'est de faire une IRM. Parce que par rapport au scanner qu'on utilisait précédemment, on a une résolution en contraste qui est très supérieure et ça permet notamment de détecter les lésions qui sont évocatrices de la sclérose en plaques. Au vu de l'IRM, ils se sont dit que c'est pas la peine, c'était suffisamment probant que c'était la CEP. Et là, à l'IRM, il y a des petites taches. La problématique des scléroses en plaques et des patients qui en sont atteints, c'est que c'est une maladie chronique qui va durer toute la vie. Et donc, on est amené à suivre ces patients de façon régulière. Et on peut explorer le cerveau dans n'importe quel plan pratique. Et donc là, par exemple, sur l'écran que vous avez devant vous, on visualise le cerveau dans un plan dit sagittal, donc c'est des tranches verticales. Et on compare systématiquement le patient le jour de l'examen avec l'examen précédent. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous faire ici. Donc là, à droite, c'est l'ancien examen, et à gauche, l'examen du jour. Et ce qui est particulier dans la sclérose en plaques, c'est toutes ces petites taches blanches qui ont une répartition assez caractéristique, puisqu'elles sont un petit peu en rayon de roue. Ce qui est en noir ici, c'est ce qu'on appelle le ventricule, c'est les cavités liquidiennes au centre du cerveau. Et ça, c'est très typique des scléroses en plaques, c'est que ça part des parois ventriculaires en s'éloignant. Donc, ces poussées sont clairement liées à de l'inflammation, mais secondairement, au fur et à mesure que cette inflammation laisse des cicatrices, il y a une deuxième phase de la maladie où peut se développer du handicap sans qu'il y ait de l'inflammation. Et c'est pour ça qu'on dit que la deuxième partie de la maladie est dégénérative. Ça, c'est ce qui prévaut pour donc cette forme qu'on dit RR, rémitante récurrente. Et il y a des formes qui sont d'emblée primaires. Donc, les patients ne vont pas ou peu faire de poussée et vont d'emblée avoir un handicap qui va s'aggraver progressivement. Avec donc ce côté un petit peu dégénératif qui est déjà présent et qui d'ailleurs fait que nos traitements qui sont quand même au jour d'aujourd'hui maintenant de plus en plus efficaces dans la sclérose en plaques, RR, le sont beaucoup moins dans cette forme qui est d'emblée progressive, primaire progressive. Et c'est le cas aussi pour les patients qui passent en phase secondairement progressive après de nombreuses années de poussée. Quand il y a ce processus dégénératif qui apparaît, on est moins efficace parce qu'il y a plus ou très peu d'inflammation.
Cédric, il essaie de faire en tout cas le mieux qu'il pouvait en fonction de l'énergie qu'il peut avoir ce jour-là. Oui, ça arrive qu'il prenne l'aspirateur avec son fauteuil et qu'il passe l'aspirateur avec son fauteuil. Bon, on va pas dire que l'aspirateur est super, c'est propre de partout comme moi je le ferais, mais au moins il fait l'effort de le faire. Et c'est ça qui est bien, c'est que bon voilà, même si il a ses difficultés au quotidien, il continue quand même. Ah non, c'est ma petite activité. C'est un cache-misère, hein. Si j'avais un tapis, je mettrais sur le tapis. Hein. On cache dans le coin. Je puisse passer. Il y a la pathologie et puis il y a le suivi pour des difficultés autres que la pathologie. Et c'est aussi important d'en parler parce que c'est ma vie, quoi. L'annonce, c'est ce qu'il y a de plus dur. Quand vous annoncez à quelqu'un qu'il a une sclérose en plaques, il va y avoir, la plupart du temps, une dépression qui va être réactionnelle. Et c'est bien normal. Moi, j'étais là, je l'aimais et je voulais l'accompagner, mais lui, il descendait. Il descendait parce que bah, voilà, ça a été terrible pour lui de plus être ce qu'il était. La dépression fait partie des signes. En tout cas, au début de la maladie, je pense que c'est vraiment réactionnel. C'est-à-dire que c'est réactionnel à l'annonce en effet quelque chose d'une sorte de couperet. On va bien, on est jeune, on est en pleine forme. On a l'annonce de cette maladie chronique qu'on va, j'allais dire, qui va nous accompagner jusqu'au bout. La première question qu'on peut se poser au moment où on fait l'annonce, pourquoi moi? Pourquoi j'ai cette maladie? J'ai fait une dépression, j'en ai fait peut-être à mon avis pas qu'une. C'était pas évident. C'est pour ça que je dis être entourée, c'est important. Donc elle a été hospitalisée sur le port pendant quelque temps. Elle est ressortie, ça allait toujours pas. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va me comprendre, qui va essayer de comprendre ce que je suis en train de vivre? J'ai 17 ans, merde. Elle n'arrivait pas à admettre cette maladie. Et comment dire ça? Ça a été très dur. Je ne serai plus jamais le même ou la même. Je vois un psychologue. Ce psychologue, je lui dis que j'ai des difficultés à la marche, et que ça peut être à certains moments dangereux. Il me dit mais pourquoi vous prenez pas une assistance type une canne? Ça me rendrait l'évidence sur le fait que voilà, la maladie elle est là. Souvent une annonce diagnostique qui est compliquée et qui perturbe le patient, ce qui est tout à fait normal, mais qui va aussi compliquer les relations familiales. Donc, que ce soit avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, c'est quelque chose parce qu'en effet, ça n'est pas forcément évident. Donc voilà, ça change toutes les facettes de la vie. Du jour au lendemain, tout est perturbé. Il y a des gens qui, ne travaillant plus, perdent leur logement. Voilà, ça peut être des histoires de vie dramatiques. J'ai eu droit à... C'est contagieux, ta maladie. Je pouvais plus aller en cours normalement, comme tout le monde. Je pouvais plus, je pouvais plus suivre les cours. Je pouvais plus continuer ma vie, quoi. Ma vie d'ado, ma future vie. C'est là où il faut peut-être davantage s'écouter parce qu'on peut plus fonctionner comme quelqu'un de normal et que c'est vrai que la fatigue, elle est bien présente et que, c'est ça, c'est l'acceptation aussi de se dire, non, là, tu vois juste que
Tu peux pas, là, t'es au-dessous de tes capacités, stop, quoi. Tu diminues parce que ça va pas aller. Maintenant, je peux basculer. Je peux basculer. Je suis pas quelqu'un qui perd confiance en moi, voire j'ai pas confiance en moi naturellement. Et je peux vite. Enfin vite. Il faut pas grand-chose pour que je commence à avoir des idées noires, Il y a beaucoup de patients alors qui cachent, qui ne veulent pas en parler parce qu'en effet, ils n'ont pas de handicap visible de manière évidente et qui pensent que justement, d'emblée, ça va être une cause de rejet. Le ressenti, c'est que ça y est, quoi, la vie s'arrête. La vie s'arrête dans le sens où il faut que je trouve des solutions. J'ai une fille, il faut que je prévoie tout pour elle. Il faut que j'assure pour ses études. Il faut de suite, je rentre à la maison, je vois tous les travaux que je dois faire parce que ça y est, je vais être en fauteuil. La seule crainte, c'est dans l'entourage, c'est dans le travail. Voilà. Donc dans le travail, j'ai toujours ce doute, mais plus j'avance et plus je me dis que c'est pas le moment de le dire. Donc je travaille dans le privé, je pensais que dans le public c'était plus facile, mais vu de mes connaissances, c'est pas du tout le cas. C'est aussi compliqué. On a beau parler de politique d'inclusion, du monde du handicap, etc. Au boulot, ça fonctionne pas. Ma pire crainte, ma hantise totale, c'était que dans mon entreprise, on découvre que j'ai la CEP. C'était, pour moi, c'était genre le cauchemar, quoi. En fait, j'ai appris la nouvelle le vendredi. Je travaille avec des élèves porteurs de handicap, donc je sais ce que c'est que le handicap. Quand je suis arrivée dans la classe, je suis tombée nez à nez avec une élève qui était en fauteuil roulant. J'ai lâché mon sac et je suis partie en courant pleurer. Voilà, je voulais pas qu'on me voie pleurer. Enfin voilà, je voulais pas que les élèves me voient pleurer. Je me disais, si quelqu'un le sait et qui connaît quelqu'un qui travaille dans ma société, enfin voilà, c'était un peu, je me suis montée tout un truc comme ça, absolument dramatique. Mais finalement, ce dont j'avais le plus peur, c'était d'être rejetée socialement, d'être seule, d'être malheureuse, d'être sans argent, parce que ça fait peur, le handicap par rapport à ça aussi, parce qu'on se dit, si un jour je peux plus travailler, qu'est-ce que je vais faire, comment? Je vais être un poids, du coup, alors là, ça peut être, les idées peuvent aller très vite, je vais être un poids, donc du coup, même à au niveau de mon couple, du coup, je vais devenir juste un boulet. Après, tout dépend du vécu personnel, de ce que peut impliquer la maladie, du passé du patient, de sa famille, enfin, on peut tout imaginer, mais il y en a, alors, au bout d'un certain nombre d'années, ils finissent, je parle pour l'expérience que j'ai avec certains de mes patients, mais par en parler. Alors un jour, je sais que je le dirai. Le jour où je serai rassuré et que je sais que j'aurai mis j'aurai tout l'argent disponible de côté pour assurer les études de la puce. Après, au bout d'un moment, je me libérerai de tout ça, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis on verra comment ça se passe. Mais je ne peux pas prendre ce risque-là. J'ai fini par le dire à des collègues, mais en mode vraiment, je te le dis, mais surtout tu le dis à personne, tout ça, machin. J'ai pas pu le cacher parce que on peut pas non plus parler d'acceptation parce qu'en fait, on va finir par vivre avec, on l'accepte pas. C'est quelque chose qui nous a été imposé. Mais on essaye de vivre bien. Et la phase d'acceptation, on vous explique, on vous informe, ça c'est le rôle du médecin, d'informer qu'est-ce que c'est cette maladie. Vous apercevez finalement, c'est votre organisme qui se trompe. Et je pars du principe que c'est une maladie auto-immune, donc c'est mon corps qui se fait du mal, c'est mon corps qui se réparera. C'est mon corps qui trouvera les solutions pour ralentir ou pour, voilà. Mon corps m'a alerté de quelque chose, il m'a dit, écoute, là, voilà, t'es plus sur le bon chemin, il y a quelque chose qui va pas. Donc, remets-toi sur les bons rails et puis ça ira mieux. Voilà. Donc c'est un peu ce que j'essaye de suivre comme ligne de conduite. Ça peut être enfantin, ça peut être un peu simpliste, mais c'est ce que je me dis pour l'instant. Ma vie, elle a changé et j'ai changé ma vie. Parce qu'en fait, en définitive, je pense que je m'étais éloignée de moi, quoi. Je pense que
cette maladie-là, elle t'apporte aussi d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire toi-même. Dans certaines situations, je me considère malade et dans certaines autres, ben non, je suis pas malade. Donc voilà, c'est... On est quand même tout seul face à cette maladie et j'ai pas envie de la diaboliser. Je vis avec elle. Accepter, rendre familier la maladie au point où on lui donne un nom, au point où on lui donne une place en soi. Non, mais je peux pas la blâmer non plus, on va dire, parce que elle m'a quand même permis de me découvrir et de me faire grandir. Un peu tôt peut-être, oui, mais j'ai grandi grâce à elle et quelque part, je suis obligée de faire attention à moi. C'est super important de faire attention à ceux qui sont autour de moi. Et ça, je crois que c'est le principal, en fait. Maintenant, ça fait presque 13 ans que je vis avec, donc je me suis habituée. On s'habitue jamais vraiment, mais voilà, quand il y a un coup de barre, voilà, j'ai envie de te dire quel de cèpe. Mais voilà, après, j'ai envie de lui dire aussi quelque part qu'elle m'a aidée à me voir moi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais un traitement de fond, mais c'était pas terrible, donc j'ai le handicap de ma jambe droite qui s'installe et puis on a décidé de faire des perfusions. Voilà. Je vis tout à fait normalement, au ralenti. Voilà, c'est tout. Ouais. Et la fatigue et tout ça. Oui, il y a la fatigue, mais après, bon, elle se gère. Hein, on s'habitue en fait. C'est ça. Quand on est fatigué, ben, on s'assoit et puis voilà. Hein. Ouais. Moi, j'essaie de me reposer quand je peux, au moins 1 heure par jour. Ouais. Ça va pour l'instant. C'est ces médicaments qui stabilisent. On n'a pas trouvé de traitement pour guérir, c'est-à-dire pour remyéliniser toutes les cellules et arrêter cette réaction auto-immune. On a les immunomodulateurs, les immunosuppresseurs, les anti-adhésifs sur les lymphocytes, etc. On a tout un panel de médicaments qui donnent bon espoir, mais pour le moment, on n'a pas trouvé de guérison. Ne serait-ce que si on fait une rétrospective sur les 15 dernières années, il y a 15 ans, on n'avait quand même pas grand-chose. En 15 ans, on a maintenant au moins une vingtaine de traitements à disposition qui vont justement être proposés à différents types de patients en fonction de la gravité, de l'activité inflammatoire de la maladie. Donc ça a déjà énormément évolué. Et puis des traitements qui, au jour d'aujourd'hui, endorment complètement la maladie. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun signe clinique, aucun signe radiologique. Pour le traitement de fond, en fait, je suis hospitalisé une petite demi-journée, enfin une demi-journée, on va dire. Et c'est psychose. Et c'est plus qu'important, c'est primordial, et c'est ce qui fait qu'on est en bonne santé malgré la maladie, et on a tous, chacun, besoin d'être en bonne santé pour pouvoir profiter de la vie et être. C'est quand même un peu le b.a.-ba. Selon la gravité de la situation, et après c'est le bolus. Le bolus que j'appelle le bolus, c'est des stéroïdes, de la cortisone, mais à forte dose. Et alors, ils peuvent garder des séquelles de poussée antérieure, mais s'ils n'avaient pas particulièrement de séquelles, j'allais dire au quotidien, ils n'ont pas forcément de rappel à l'ordre de leur maladie. Et donc, c'est des traitements mais si on les arrête, on sait que la maladie est là. Ça fait en fait comme un parapluie. Quand on a un parapluie, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être mouillé, si, mais on est quand même relativement protégé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de suivre le traitement. On s'adapte, il faut savoir s'adapter. Alors pour cela, bien sûr, il y a des aides. Hein. Sur le plan médical, on vous associe avec des kinés, des ergothérapeutes, des psychologues, bien sûr, toute l'équipe médicale, neurologues, médecins généralistes et autres qui vous accompagnent. On peut le proposer à des gens qui n'ont pas forcément de handicap physique énorme, de faire j'allais dire stages, mais c'est pas le terme, mais des séjours en hôpital de jour, en centre de rééducation. Ils ont une approche en plus multidisciplinaire
Et ça aide certains patients, parce qu'il y a certains patients qui peuvent ne pas avoir de handicap, mais dire voilà, moi, au bout d'1 kilomètre, je sens que je fatigue à la marche. Ben ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en faisant régulièrement, alors à la fréquence, ça dépend du patient, des séjours en centre de rééducation. Ça fait partie pleinement du suivi et de la prise en charge des patients ayant une sclérose en plaques. Au Centre Ilang, on prend en charge des patients neurologiques depuis très longtemps, et c'est vrai que la sclérose en plaques, c'est une pathologie que je connaissais bien en métropole avant d'arriver à La Réunion, que j'avais l'habitude de prendre en charge avec mes équipes donc dans le cadre de séjours de ce qu'on appelle des revalidations, c'est-à-dire des séjours où on va proposer une rééducation un peu tous azimuts, enfin on appelle ça pluridisciplinaire, mais c'est-à-dire qu'il y a toutes les composantes de la rééducation, que ce soit les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les profs de sport adaptés, et quand on en a besoin, la neuropsychologue, la psychologue, et tout l'accompagnement social qu'on peut amener en plus au centre. Alors là, on est en train de travailler sur la position d'équilibre assis chez un patient qui a des problèmes neurologiques. Donc l'idée, c'est de pouvoir lui donner plus de stabilité. Et donc là, il est équipé d'une attelle qui permet de faciliter la remontée du pied. Donc là, il travaille avec une de nos kinésithérapeutes, Karine, pour l'améliorer de ce point de vue-là. Parce qu'on sait que dans la sclérose en plaques, on peut avoir une fatigue assez importante à l'exercice. Et du coup, le fait d'avoir des séances longues, ça permet de s'organiser pour tenir compte de cette fatigue. Ici, on est en ergothérapie, donc c'est notre plateau technique sur la partie ergo. L'objectif des différentes prises en charge, c'est de travailler sur les préhensions, donc tout ce qui est qualité de prise des objets. Et la spécialité d'ergothérapie permet aussi d'appréhender tout ce qui est autonomie au quotidien. Et c'est vrai que dans des formes un petit peu évoluées de sclérose en plaques, on va travailler sur des objectifs d'indépendance pour que les personnes qui commencent à perdre de l'autonomie puissent essayer d'en gagner au maximum dans leur quotidien. Donc on va essayer d'établir les besoins en aide technique, les besoins en aide extérieure, humaine, pour qu'on puisse être au plus proche de leurs besoins. Et comme on le voit avec ma collègue, ça peut passer par le biais de travail manuel comme de la mosaïque, ça peut être des activités beaucoup plus analytiques, c'est-à-dire tâche par tâche, pour travailler sur la vitesse des prises, sur la précision, et surtout dans des atteintes un petit peu plus évoluées, c'est de trouver le matériel adéquat. Donc ça peut être différentes aides comme les déambulateurs, les fauteuils roulants manuels ou électriques. Et du coup, nous, on va être une plateforme d'essai pour ces différentes aides techniques. C'est-à-dire que les patients vont arriver avec un certain listing de besoins. On va essayer d'affiner les choses et puis de définir avec eux quelles aides on peut mettre en place pour qu'au quotidien, ils puissent être le plus indépendants et poussés possible. Nous, on a plutôt l'objectif de diminuer leur impact fonctionnel. C'est-à-dire que la poussée va venir potentiellement, mais l'objectif de la rééducation, c'est d'essayer d'amortir les choses, d'essayer de favoriser la récupération derrière une poussée, et dans des formes progressives, c'est d'essayer de minimiser la perte d'autonomie. Donc nous, on a une action d'accompagnement, mais c'est pas une action passive, c'est une action plutôt dynamique, de dire, on a une situation, on va essayer de favoriser la récupération en post-poussée, on va essayer de minimiser l'impact fonctionnel sur le long terme. Par contre, on va pas être l'élément décisif pour diminuer la fréquence ou l'intensité des poussées. Là, c'est plutôt l'approche du neurologue. C'est très complet. Ça aborde, alors il y a la rééducation, ça aborde même éventuellement la réinsertion professionnelle, la reprise de la conduite automobile. Enfin, pour le coup, c'est vraiment, c'est complet, quoi. Globalement, le retour des patients, c'est que ils se sentent un petit peu boostés, un petit peu relancés après un séjour de revalidation, et donc c'est vraiment ce qu'on cherche pour qu'ils puissent mettre en place à la maison les éléments de rééducation qu'on va pouvoir travailler pendant le séjour. C'est vrai que l'autorééducation, elle est hyper importante dans beaucoup de pathologies chroniques, mais là, dans la sclérose en plaques, elle est primordiale parce que si on est sur une action de rééducation uniquement durant le séjour, notre impact il va être très très limité. Par contre, si tout ce qu'on met en place durant le séjour est relayé par le patient à domicile, dans son environnement, avec ses capacités, et en particulier le maintien d'une activité physique assez régulière,
Et du coup, là, on va vraiment avoir un impact sur le long terme. Donc, c'est vraiment important qu'on ait ce côté boostant sur l'humeur, sur le moral, et ça, on le voit bien au quotidien et le retour que peuvent nous faire les patients. Mais en plus, on va avoir une action un peu dynamisante pour que le patient s'autonomise dans sa rééducation. Ce qui compte, c'est d'aller bien. Alors, sans faire n'importe quoi, sans croire n'importe quoi. À partir du moment où on a trouvé une thérapie alternative qui vous va bien, il faut alterner le repos et les efforts physiques. Et plus on fait d'efforts physiques contrôlés, mieux on va. Handicapable, le combat, le handicap, maladie se soigne, le combat, sclérose en plaques, handicap s'adapte. Cette maladie m'a apporté énormément. Elle m'a poussé à créer l'association, à créer le Tour de la Réunion et à rencontrer des personnes qui voulaient apporter leur aide, etc. Et c'est vraiment sans ça, sans la pathologie, j'aurais pas fait un projet, établi un projet, monté un projet aussi important. C'est le plus gros projet de ma vie quand même. Et c'est merci la vie quand même. Super, merci à la mairie de Saint-Paul, au CCS qui nous a accompagnés. On a eu une journée franchement magnifique. C'était pendant une longue période au centre de rééducation et donc je me suis dit ce projet il faut que je le monte. C'était ma façon de ma bouée de secours quoi entre guillemets. C'était une idée géniale, etc. Et ça à la fois ça allait me permettre d'avoir un projet véritablement de ma vie. Je répète, de ma vie, c'est la première fois que je faisais un projet aussi énorme, aussi farfelu, aussi et voilà. Donc là, j'ai eu le temps de le faire. Donc j'étais fatigué. On est d'accord que je suis encore, je suis en phase progressive de la maladie. Donc la fatigue, elle est là plus ou moins en continu, en sous-jacent. Enfin bref, elle m'amoindrit. Donc, mais j'avais véritablement cette motivation. Ce Tour de la Réunion en 2018, il a tellement dégagé d'efforts et d'envie et ça a été tellement un beau rêve pour lui. Du coup, toutes les choses, c'est par miracle, toutes les choses se sont mises en place, chose qui était vraiment très très difficile. Et tout s'est mis en place et ça a fait une belle harmonie du coup ce tour. C'est pour ça qu'il est exceptionnel parce qu'il était parti vraiment d'un handicap, ce tour, et pour arriver à quelque chose de fabuleux et d'harmonieux. Un événement de 16 jours, c'est lourd. C'est pas le fait de rouler et encore que je précise pour le premier tour, puis ce sera le cas pour le suivant. J'avais ce qu'on appelle un handbike, c'est-à-dire un système qui se clip sur le fauteuil et en fait j'ai un pédalier avec des freins, enfin bref. Et c'est plus facile pour faire des durées comme on faisait une quinzaine de kilomètres par jour. Non, on est obligé de ralentir pour que les valides puissent nous suivre, parce que là, si on... La dynamique qui a été autour de ce premier tour, il y a cette affinité, amitié, avec certains qui s'est créée, certains quasi tous, qui s'est créée et quelque part, c'est beau. Je suis Carlo De Sacco, je suis un des membres du groupe Graines Sémées. Et voilà, Cédric m'a appelé, et avec Arwan, son ami, qui agit dans l'association, pour que je sois le parrain de l'association et du Run Handy Tour. Je trouve que
c'est facile de fermer les yeux quand on n'est pas atteint d'une maladie, mais voilà, de mettre un peu, d'utiliser, on va dire, ma petite aura pour servir un projet et servir la cause de Cédric et de toutes ces personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques. Ben, c'est un honneur pour moi, quoi. Dans ma tête, je voyais une espèce de compte à rebours par rapport à la pathologie, par rapport à la sclérose en plaques, et je me dis, le Tour de la Réunion, le Renan 10 Tours, pourra se faire là, parce que je me sens et tout. Mais là, dans les quelques mois. Mais dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Et ce tour, ça a été sa résurrection. J'avais un objectif, hein, parce que bon, il faut savoir que lorsqu'il a perdu de l'autonomie, il a commencé à être en fauteuil, au niveau du travail et tout, bon c'est sûr, tout ça s'est arrêté. Il savait plus qu'est-ce qui va se passer demain pour lui. C'est difficile de vivre cette angoisse où tout va bien et du jour au lendemain tout va très mal. Et là on se dit mais on sert à quoi, hein, on sert à quoi? Lutter contre le stress, le sport en fait partie, mais il y a le yoga, il y a la méditation. Oui, je chante. Questo giro tondo d'anime che si volta e perso e resta qua. Io so per certo amico, mi son voltata anch'io. Per raggiungerti ho dovuto correre, ma più mi guardo in giro e vedo che c'è il mondo che va avanti anche se tu non ci sei più. Je chante, j'adore chanter. J'ai même beaucoup d'amis grâce à mon métier que j'ai appris à découvrir avec passion. Donc maintenant, c'est mon métier qui est une deuxième passion. Et donc, je vis dans un monde où j'adore tout ce qui est le spectacle. Et ça, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, ça me permet de m'évader. J'adore chanter. Tout ce qui est à visée détente ou bien-être, je ne pense pas qu'il y ait de restrictions particulières. Alors bon pour la sève, je ne sais pas. Bon pour moi, oui. Mais bon pour les oreilles des autres aussi. Mais oui, évidemment que c'est bon pour la sève. Du moment qu'on fait quelque chose qui nous rend bien, qui nous permet de souffler, qui nous permet de nous sentir bien, forcément que c'est bon pour la sève. Après, j'ai mes animaux. Là, je pourrais pas m'en passer non plus. Et puis, donc voilà, mes animaux, c'est toute ma vie. Oui, mes deux passions, c'est mes animaux, le chant et mon fils. Il y a beaucoup de témoignages de patients qui voient dans l'annonce de leur diagnostic quelque chose de compliqué, de difficile, mais qui, a posteriori, vont vous dire que ça a changé leur vie de manière positive, parce que ça leur a fait prendre conscience d'énormément de choses qui n'allaient pas dans leur vie jusqu'à ce moment du diagnostic. Et du coup, ils vont changer leur mode de vie, et donc ils vont finalement, a posteriori, faire de ce diagnostic quelque chose de positif. Le sport pour soi. Et pendant 20 minutes, on est seul, on pense à rien, et on avance. Symboliquement, on avance. Et je dis pas courir, je dis minimum 20 minutes de marche. Moi, tous les jours, je marche 20 minutes. Après, je vais courir, après je fais du trail, mais ça, c'est en plus. Mais les 20 minutes de marche, on va dire que c'est comme un parcours du combattant, c'est tel qu'on promène. Là, on promène sa sève. Donc le sport, la cryo, je me mets aussi un petit peu à la méditation.
ou du moins au contrôle de la respiration. En fait, c'est trouver des petits moments à soi où on est concentré que sur soi. Voilà. Ça peut être plein de choses, ça peut être de la lecture, ça peut être du dessin, ça peut être... Voilà. Donc c'est ces moments-là que je recherche quand j'en ai besoin et essayer de les rendre organisés dans la vie et pas que quand j'en ai besoin, pas en curatif. J'essaye maintenant de les mettre en préventif et puis de m'organiser sur la journée avec ces petits moments-là où je peux me retrouver et pour que ça me fasse du bien sur la continuité. Moi, je suis presque certain que enlever toute la partie stress, dédramatiser l'acceptation avec une prise en charge et trouver des traitements, des thérapies qui vous permettent de vivre presque correctement, eh bien, c'est déjà un grand pas. C'est drôle parce que je me suis dit, je vais faire un petit journal de bord. Donc, ma traversée dans la steppe. Pour faire un jeu de mots, pour aussi mettre en relief CEP dans steppe. Voilà, parce que c'est quand même une traversée un peu, on va dire, la traversée du désert, si on peut dire ça comme ça. En fait, cette maladie a aussi des impacts hyper positifs. Voilà. Elle en a, parce que du coup, j'ai rencontré des personnes qui ont cette maladie aussi et qui... Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre les personnes qui ont cette maladie qui est un peu invisible, en fait, et qui... on se comprend, et puis il y a on découvre en fait qu'on a des choses en commun, du coup qu'on peut mettre un petit peu en lien avec la maladie. Enfin, il y a un ensemble de choses. Et donc on était sur le positif. Moi, cette maladie m'a rendue plus positive. Quand ça m'est tombé dessus, cette pathologie, je me suis dit mais à qui j'en parle? Enfin, c'était le vide intersidéral. Et malheureusement, et c'est pas, les proches ne peuvent même pas comprendre en fait. Donc j'avais besoin aussi de dire tout comme moi, d'autres personnes doivent passer par là, il faut faire quelque chose et créer un bureau là. Allô, ça va pas? Est-ce qu'on peut discuter? Parallèlement à ça, donc je suis psychologue et ça me permet aussi de dire déléguée régionale, tout en étant aussi dans l'écoute de l'autre et de l'empathie. Et d'ailleurs, quelle empathie? Parce que je l'éprouve moi-même dans mon corps, cette maladie. Donc, je pense que je peux davantage comprendre ce qui se passe dans la vie de ces gens-là. Donc voilà, et je me suis dit, écoute, voilà, ta mission, c'est celle-là, et permettre aux gens aussi de comprendre ce qui leur arrive et peut-être de les accompagner à mon niveau, parce qu'encore une fois, je suis pas médecin, voilà. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va. Je vis avec, je vis bien. J'ai quelques bobos, je me casse la figure de temps en temps sans faire exprès, mais bon, en général, et la plupart du temps, j'en rigole, donc ça va. Dans 10 ans, certainement qu'on aura encore énormément de traitements. Après, vu la complexité de la réaction immunitaire dans la sclérose en plaques, vous dire qu'on aura d'ici quelques années un traitement qui guérisse, je n'ai pas de garantie. Après, est-ce qu'on pourra trouver le moyen de faire la greffe de cellules souches de manière un petit peu plus large parce qu'on aura sécurisé ce traitement? Oui, peut-être. Les difficultés, elles sont là, bien sûr, mais il faut garder la tête sur les épaules, enfin la tête sur les épaules, ça je le garde, mais avoir des images positives, d'avoir des projets comme ça, comme le Tour de la Réunion, comme la montée de Silos. C'est un projet un peu fou, mais ouais, on est capable. On est handicapable.